J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir pour cette session donc des intervenants que, évidemment, nous remercions de s'être déplacés avec des emplois du temps, j'imagine, extrêmement chargés. Donc, merci à vous. Je pense que les interventions respectives seront écoutées avec beaucoup d'attention, bien sûr, mais il s'agit ici d'une session importante en nombre, et donc je crois qu'il se passera tout autant de choses dans la résonance entre les différentes interventions, les échos, les dissonances, etc. Donc, je présente d'abord Madame Laura Auer, qui est directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci. Monica Dilt, ça ira, conseillère du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Antoine, je vous voyais dans le désordre, Monsieur François Pernaut, qui est directeur du département Europe et international au HCRS, et Monsieur Antoine Petit, président du CNRS. Donc je crois que tout l'intérêt ici de la session, c'est ce « et » qui se trouve entre politique d'État et politique des universités, pour le coup au pluriel, tant les politiques que les universités. Donc je pense à ce qui a été dit ce matin sur les universités françaises ou l'université française. Voilà un exemple quand même de diversité très marquée. Et sur ce « et », il s'agit d'articulation et de médiation selon que l'on parle du lieu de l'État ou que l'on parle à partir des organismes évidemment liés à l'État, mais qui en même temps sont aussi indépendants et ont leur mission. Donc je crois qu'entre articulation et médiation, nous avons là les deux éléments qui devraient nous permettre de suivre un fil conducteur dans ces différentes interventions. Donc je vous cède tout de suite la parole. Je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir invité ma direction et moi-même une diplomate à cette université d'été. Au départ, nous avions conçu avec Mohamed Amara et Gilles Roussel l'idée que dans le dialogue avec les présidents d'université, nous pourrions venir avec un certain nombre d'ambassadeurs qui vous donnent finalement leur vision, leur propre finalement bilan de la manière dont les choses seraient faites. Et malheureusement, ça s'est pas tout à fait combiné comme nous l'avions souhaité. C'est-à-dire que ce matin, nous avons eu le débat au sein de la conférence des ambassadeurs à 7 h du matin, avec une série de 30 ambassadeurs triés sur le volet, parce qu'ils posent problème aujourd'hui au milieu de la réforme ou parce qu'ils présentent des perspectives. Et dans le fond, maintenant, je suis leur porte-parole pour venir dialoguer avec les présidents d'université pour vous dire où nous en sommes. Alors, où nous en sommes, je le redis, la politique d'État, j'aime bien le titre de cette session, parce que c'est vrai, ça a vraiment, depuis un an, été une dialectique. Est-ce que l'appareil d'État doit remettre la main, à l'occasion d'une réforme, sur les universités, dans leur politique d'internationalisation, quel est notre rôle? Et dans le fond, on a revisité tous les paradigmes, que ce soit la politique des bourses, les statistiques, parce qu'il faut bien voir que Bienvenue en France a posé une vraie question. Nous étions interrogés presque toutes les semaines, y compris au mois d'août. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que telle et telle université a suffisamment d'exonération? Est-ce qu'il y a telle et telle destination ou telle et telle finalement discipline qui est pénalisée dans la réforme? Ça, c'est peut-être mon premier point. Avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, main dans la main, nous allons continuer avec l'opérateur. Vous avez eu le point de vue des deux opérateurs à améliorer l'appareil statistique pour finalement vous permettre, à vous, président d'université, d'avoir la main sur votre politique internationale. Ce n'est pas à l'État de la définir, je l'ai redit, à chaque étape de la discussion sur la réforme. Ce n'est pas à l'occasion de la réforme qu'on veut re-étatiser cette politique. Nous avons des rôles bien spécifiques et complémentaires avec le MESRI, avec les opérateurs, et surtout, on ne veut pas déstabiliser ce qui a été fait en 2010, c'est-à-dire on a créé un opérateur. On veut au contraire renforcer chacune des composantes. Alors, le deuxième point à vous dire, c'est évidemment, je vous dois des résultats. Je vous dois des résultats, non pas parce que c'est nous qui avons la clé des inscriptions dans les masters, c'est vous, mais simplement parce que finalement, nous essayons au moment de cette rentrée d'avoir un regard. Nous avons dû fournir une phrase pour l'intervention du président de la République. Vous l'avez peut-être entendu hier, ou si vous ne l'avez pas entendu, je vous recommande la lecture
de cette réflexion qui a été, je dirais, un livre ouvert de diplomatie d'influence hier matin. Le discours maintenant est en ligne sur le site de élysée.fr. Nous avons fait un effort sur les bourses, ce qui fait que les chiffres de la rentrée 2019 sont stables. Mais nous avons surtout revisité les partenariats éducatifs pour nous permettre d'aider les universités à se projeter à l'international. Donc le bilan, je vais essayer de vous le détailler, parce que rien que dans cette phrase, il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas eu de bourse en plus, mais nous avons mis en place, comme vous le savez, des exonérations de part et d'autre pour une première année, dont il faudra en année 2 refaire le bilan, parce que probablement il faudra tout réajuster, à la fois sur les cibles de pays et finalement de ce que nous visions dans cette politique. Je dois dire que l'aspect tardif de la réforme a été évidemment critiqué par vous, mesdames et messieurs les présidents et présidentes, et beaucoup critiqué ce matin par les ambassadeurs, qui nous ont dit si on nous avait mobilisés en amont, ça aurait été quand même beaucoup plus simple, en particulier dans les pays du Maghreb. Et je crois que c'est cet effort qu'on essaye de faire avec un calendrier un peu avancé, mais il faut bien voir aussi qu'avancer trop le calendrier ne nous met pas en mesure, nous, de travailler avec la plateforme Études en France, et que nous faisons vraiment de notre mieux pour avancer de quelques semaines. Alors, le bilan. Un premier bilan chiffré montre qu'en effet, en inscription en première année, nous avons à peu près plus 1,5% d'inscription. Donc quand mes mandants, c'est-à-dire nos autorités, nous demandaient alors tout ça est réussi, je répondais toujours absolument pas. Nous ne visions pas d'avoir plus d'étudiants en première année dans les universités. Nous avons toujours indiqué ce que nous visions, c'est l'étudiant en master, le chercheur, et l'idée n'était pas d'avoir plus d'étudiants cette année en première année. Et donc, au total, nous étions très, très désireux d'avoir ces fameux bilans des inscriptions en master, qui est tardif, qui n'est pas définitif, et qui va nous permettre d'avoir une réflexion sur l'attractivité des masters dans les universités, puisqu'il semble que ce soit là où il y a eu une baisse d'inscription. Et vraiment, je compte sur vous, messieurs les présidents, y compris pour nous envoyer, avec Dominique Vague et moi-même, donc toute l'équipe, nous sommes 40 à travailler sur ce dossier, des chiffres qui nous permettent d'ajuster les choses pour l'an prochain. D'ajuster les campagnes que les espaces Campus France vont faire pour attirer vers les masters, et ajuster également les chiffres par nationalité, puisque c'est la dernière chose que nous souhaitions, avoir moins d'étudiants en master. Il y a certaines disciplines, je pense, dans les SHS, qui vont montrer qu'il y a une baisse de régime, et ce n'est pas ce qu'on voulait. Je rappelle aussi qu'on a eu, vous le savez, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, dans les derniers mois, des alertes par pays. Les pays qui n'avaient pas de mobilité encadrée, double diplôme, codiplomation et mobilité intradiplôme. Donc la Colombie s'en sort très très bien. En revanche, le Brésil est en très grave difficulté, pas seulement pour des raisons politiques, difficulté parce que c'était les mobilités individuelles qui faisaient le socle de nos arrivées d'étudiants brésiliens en France, et qu'aujourd'hui, en Amérique latine, on n'a pas de bourse, on a une crise économique et politique qui fait que les entreprises qui avaient donné beaucoup d'espoir, par exemple au Venezuela, au Mexique ou au Brésil, qui investissent en Amérique latine, aujourd'hui se trouvent en difficulté, et on a un problème de mobilité individuelle. Alors en revanche, le point positif, c'est qu'on a eu moins d'inscriptions, mais en revanche, les avis des services culturels sur les dossiers de demande de visa ont été globalement beaucoup plus positifs. C'est-à-dire que finalement, il y a eu une sorte de sélection des dossiers qui a permis que la qualité des candidatures a augmenté. En particulier, je reviens sur ce point-là, au Maghreb. Les dossiers sont notés excellents en Algérie pour un très grand nombre d'étudiants, et je le signale, dans les étudiants excellents algériens, nous sommes en train de déployer aujourd'hui une nouvelle enveloppe
pour des boursiers, parce qu'il est problématique pour nous de perdre cette génération d'étudiants dans un pays où aujourd'hui il va y avoir à la fois une période électorale et à la fois une vraie difficulté. Ce matin, l'ambassadeur en Algérie nous disait le visa aujourd'hui a une fonction sociale dans la société algérienne. Il y a, par exemple, dans les familles, une solidarité qui s'opère pour envoyer les étudiants en France. Et moi, je ne peux pas entendre ce discours qui dit l'étudiant algérien en France, il travaille la nuit et ne vient pas pour le diplôme. Je n'y crois pas. Alors, en revanche, bien entendu, la réforme a mis en évidence des destinations, curieusement, qui n'étaient pas assez fortes et qui ne se sont pas renforcées avec le droit de scolarité payant, ni en licence, ni en master. J'en citerai 3, parce que tout à l'heure, on a vu des statistiques sur l'Asie. On est faible en Inde, on est faible, par exemple, en Arabie Saoudite. Et c'est justement pour ces pays émergents que l'on doit réfléchir. En Indonésie, Malaisie, les ambassadeurs indiquent qu'il y a une énorme attractivité française, une énorme mobilité étudiante et qu'il faut vraiment y réfléchir. On n'a que 500 visas étudiants Afrique du Sud, Indonésie, Arabie Saoudite et moins de 5000 visas étudiants pour l'Inde. Ça doit nous amener à réfléchir à une politique d'attractivité différente. Bon, je passerai rapidement sur les bourses. On en a beaucoup parlé au moment décembre à avril. On n'a que 7000 boursiers toujours, un chiffre qui était en chute libre. Nous, on a perdu 40% de nos crédits entre 2012 et 2016. Et je dois vous dire que Jean-Yves Le Drian n'a eu de cesse que de garantir les crédits de cette politique et qu'on a donc réarmé, comme il le dit, mis des politiques offensives, des stratégies militaires presque pour obtenir des crédits face à M. Darmanin. Je suis désolée, il n'est pas dans la salle, mais vous pouvez compter sur l'esprit guerrier du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur tous ces aspects. Il estime que ce n'est pas parce qu'on fait du soft que l'on doit être pauvre, et au contraire. Et je dois dire que depuis 3 ans, moi, je n'ai eu que confirmation de cette position de mon ministre. Ça doit être gagnant-gagnant avec les universités. C'est-à-dire que normalement, à terme, et j'en viens à mon deuxième point, la projection à l'international a reçu tellement d'investissements et de crédits supplémentaires qu'on devrait pouvoir le faire. Pas seulement en Tunisie et au Sénégal, qui sont un peu des objets aujourd'hui pilotes, des poissons pour le président de la République hier a évoqué également l'Algérie dans ce cadre. On ferait des universités franco-étrangères. Moi, je veux surtout insister sur ce qu'on a fait avec un fonds qu'on a mis à disposition au CIEP, à DESFA, qui est un fonds qui a été très utilisé par tous vos VPRI pour proposer des projets de codiplomation. On a malheureusement pris que 17 projets. On aurait pu en prendre au moins 50 qui étaient shortlistés sur les 200 soumis. Et évidemment, on va non seulement reconduire cet appel à projet, lui mettre plus de fonds et aller dans la phase suivante, c'est-à-dire que désormais, au lieu de faire simplement 2 codiplômes ou double diplômes au Burkina Faso, on va construire quelque chose autour de ces doubles diplômes. Il n'y a pas de modèle unique, hein. Ce n'est pas parce que tout d'un coup le campus franco-arménien, qui a été par exemple montré en modèle ce matin, est quelque chose de formidable. Bon, on connaît Alain Berretz, on connaît l'investissement que Strasbourg y a mis, on connaît aussi la possibilité de Lyon 3, Lyon, d'avoir fait ce type de démarche qui est coûteuse en termes RH et humains et d'investissement de vos universités. Pour moi, il n'y a pas de modèle. C'est à vous de voir comment vous voulez travailler à l'étranger et on est ouverte à toutes les propositions. L'année dernière, on a mis 2 millions d'euros sur cet appel à projet auprès des universités. On doit derrière avoir des crédits de l'AFD. Sur d'autres politiques, sachez pourquoi est-ce que c'est toujours un aller-retour entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'AFD.
tout simplement parce que sur tous ces sujets, l'AFD est d'abord une banque de développement et qu'on ne peut pas simplement mettre un fonds de 100 millions d'euros pour aider les pays à tout d'un coup créer des filières universitaires. Ça n'a juste aucun sens. Ça prendra du temps, vous le savez mieux que moi, et ça doit passer par vous. Donc tout simplement, là, les choses sont absolument ouvertes et finalement de votre initiative. Campus France doit mener cette campagne de communication, je disais tout à l'heure sur les masters, mais aussi pour mieux valoriser les nouvelles problématiques de facilitation des étudiants en France. La question des visas reste toujours aussi pénible parce qu'on a des instructions au plus haut niveau pour faciliter l'obtention des visas et on bute toujours sur les mêmes problèmes qu'on connaît nous depuis à peu près 30 ans. Et ça ne s'arrange pas. Donc on a cette réflexion à avoir. Alors pour terminer, parce que je ne peux pas passer en revue pays par pays, mais je vais répondre à toutes vos questions. Comment faire, comment travailler ensemble, comment avec le MESRI, on a décidé d'entamer après la rentrée sur le bilan, le travail pour la nouvelle campagne. Quelques points d'attention. On a des pays qui politiquement, par exemple la Chine, sont très demandeurs, où chaque fois on se pose la question comment faire. Bon, on aura le 20 autour de mi-octobre, s'il n'est pas repoussé, un dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Nous, on est pour la coopération avec la Chine, mais on veut la réciprocité. C'est-à-dire que dans un contexte qui est quand même un contexte extrêmement compliqué en matière de recherche et de travail avec la Chine, compliqué sur la gouvernance, donc les droits des uns et des autres. N'hésitez pas à revenir vers nous sur comment on doit se comporter avec la Chine aujourd'hui. On ne veut pas ni vous donner des indications qui seraient « mais oui, allez-y ». Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment réfléchir pour favoriser des bonnes pratiques, des coopérations qui nous conviennent. Il ne faut pas répondre à la demande chinoise comme on l'a fait depuis 10 ans avec des politiques statistiques. Globalement, moi, le chiffre ne me parle pas. OK, on a des objectifs gouvernementaux de doubler ou de ceci ou de cela. Nous, on veut toujours avoir une politique qui est une politique ciblée avec des postes sur l'excellence et qui va vers la recherche. On n'a aucun intérêt à faire venir des étudiants chinois, je me tourne vers Campus France, dans des écoles professionnelles vaguement, ou de créer des mobilités d'immersion avec des étudiants qui sont dans les statistiques et qui après en fait vont sur le campus de l'ESSEC pendant 3 mois simplement faire un séjour à l'étranger pour faire un séjour à l'étranger. On travaille différemment, on a désormais des objectifs qui sont principalement qualitatifs et des objectifs qui doivent nous conduire à renforcer la compétitivité de notre pays, etc. Je finirai quand même sur les universités franco-étrangères. On va les inaugurer pour ce qui est de la Tunisie et du Sénégal à l'automne. Merci vraiment, mesdames et messieurs les présidents, pour l'investissement que vous avez fait. On vous a beaucoup embêtés. On a souhaité à ce qu'il y ait beaucoup d'entrées d'enseignement. Nous, on pense que ça peut servir un peu de modèle pour d'autres pays où vous êtes déjà, où finalement, je ne me permettrai pas de vous dire on va faire des hubs régionaux parce que ça n'a aucun sens. En Tunisie, vous aurez du mal à faire venir les étudiants algériens. Vous aurez du mal à convaincre les étudiants africains, sahéliens de venir en Tunisie. Il se trouve que les liens humains, historiques, font que l'étudiant, par exemple, mauritanien, ne pourra plus venir en France pour des raisons claires de ressources, mais n'ira pas forcément en Tunisie non plus, parce que ce n'est pas ce qu'il souhaite. Donc on est dans cette période, finalement, d'expérimentation collective, et n'hésitez pas à nous faire revenir des informations plus précises sur vous, ce que vous souhaitez, pour l'année à venir, pour qu'on donne des indications aussi plus précises au poste. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et je cède la parole à Pierre qui nous animons. Non, peut-être en demandant... on a choisi de faire une séquence avec les deux paroles de l'État avant la parole d'Antoine étant un opérateur entre l'État d'une certaine manière et les universités sur la politique internationale. Peut-être pendant que Madame Dittel, qui est la conseillère du DGRI au Messery s'installe, il y a peut-être une question à Madame Auer, c'est comment peut-on mesurer l'impact de la mesure des droits d'inscription alors qu'elle n'a pas été appliquée par la plupart des établissements. Donc on n'aura pas de mesure cette année de l'augmentation des droits, puisque, je ne sais pas, on pourrait le faire à main levée. Il n'y a pas beaucoup d'établissements pour l'instant qui ont mis en œuvre ces droits d'inscription pour la rentrée 2019. Donc en fait, pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on a vu, c'est les effets des annonces et ce que ça a créé sur les viviers d'étudiants qui sont venus candidater, qui ont diminué. Maintenant, les viviers ont diminué. Maintenant, quels sont les étudiants entre le vivier et ceux qui vont venir, il y aura ça. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut mesurer. Alors, vous avez absolument raison, c'est une des difficultés. Alors, l'impact financier, économique pour le pays et pour les universités, c'est une des choses que Bercy nous avait demandé de chiffrer, qu'on est incapable de chiffrer, y compris sur les exonérations. Donc ça, nous, il faudra attendre le qualitatif pour être en mesure de dire « Ah oui, c'était juste de faire des exemptions, par exemple, pour les étudiants sénégalais. » On n'a pas pu faire ça. Et l'impact physique, c'est-à-dire combien d'étudiants étrangers arrivent en France, in fine, par rapport à ces chiffres qui, en effet, globalement, ont beaucoup baissé, se mesure à l'obtention du visa. Donc la campagne d'inscription est terminée pour finalement pour toutes les entrées, y compris les écoles privées. Ce qu'on va pouvoir mesurer, je dirais dans 15 jours ou un mois, par exemple pour l'Algérie, on a délivré des visas l'année dernière jusqu'au 1er novembre. Donc on va avoir un peu de temps, c'est une forte entrée. Hein. La demande de visa, qui était 38 000 l'an dernier pour les Algériens, aujourd'hui est de 28 000. Donc vous voyez, déjà, on a des chiffres qui sont vertigineux. Et moi, je ne peux pas vous dire, bah, si, sur les 28 000, il y a 27 700 qui vont avoir leur visa. On est forcément dans des approximations qui sont extrêmement importantes. Merci. Donc, je vais passer la parole à Monica Dittel, qui, voilà, le titre de sa présentation. Ici, on va parler plutôt des dispositifs qui vont nous permettre d'être plus performants à l'Europe, parce qu'il y a un sujet qu'on a d'ailleurs aussi vu, je regarde Antoine et Sylvie à côté de moi, dans la participation française au programme européen pour laquelle on a quelque argent à aller chercher si on veut justifier d'une loi de programmation pour la recherche ambitieuse aussi, parce que ça fait partie des questions qui nous ont été posées ou opposées. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à la CPU, à Gilles et à tous les collègues de la CPU d'avoir donné l'opportunité au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de parler d'Europe et d'international. Et j'ai des diapositives, effectivement, sur le plan d'action Europe français, qui a un nom bien plus long que je vais évoquer dans quelques secondes. Mais ça va juste me servir des supports. Je vais certainement passer très vite sur les diapositives et peut-être soulever quelques questions par rapport aussi à ce qui a été discuté aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sujets fort intéressants qui ont été effleurés ce matin, mais il y a des sujets qui n'ont pas vraiment été touchés, alors qu'on est quand même dans la thématique internationale. Et Madame Auer a un peu mentionné la science diplomacy. Ça aurait pu être un sujet intéressant dans le cadre de cette conférence de la CPU, qui est quelque chose à laquelle la Commission commence seulement à s'intéresser en finançant actuellement d'ailleurs trois projets intéressants qui réfléchissent à comment le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur peut aider les mondes politiques et diplomatiques à prendre des bonnes décisions en apportant des connaissances par rapport à un pays, par rapport à une thématique ou d'autres sujets. Donc, effectivement, je voulais aussi excuser Bernard Larouturou, qui était appelé à Matignon, sinon il serait venu, lui, personnellement.
et il m'a demandé de venir le représenter ici. Donc c'est vrai que la France a décidé, suite à un rapport de 2016, à mettre en place un plan d'action que moi je préfère appeler le plan d'action Europe, parce que le nom véritable, c'est le plan d'action national de l'amélioration de la participation française au dispositif européen des financements de la recherche et de l'innovation. Je dois les lire tellement je les trouve longues, qui dans l'abréviation, on l'appelle au ministère le PAPF, et puis avec les autres ministères. Donc il y a le F, je souligne souvent, c'est vrai que le moteur, c'est il faut ramener plus d'argent de l'Europe de retour en France par le biais de la participation active au programme des financements européens. Et je souligne les programmes de financement parce qu'on parle souvent du PCRD/PCRI, mais il y a d'autres programmes aussi qui s'intéressent de plus en plus, et notamment aussi les fonds structurels d'ailleurs, qui sont dédiés à d'autres choses, qui s'intéressent de plus en plus à la recherche, l'innovation et à l'enseignement supérieur. Donc il ne faudra pas qu'on se limite toujours et encore au programme cadre, mais certes, c'est le troisième budget européen, c'est le programme cadre de recherche et l'innovation. Donc, comme j'ai mentionné, la motivation a été d'abord un rapport qui a été fait par plusieurs inspections, qui a été publié en février 2016, sur la participation française, là pour le coup oui, au programme cadre de recherche et l'innovation. Et ce rapport, qui était très exhaustif, avec des gros annexes, a mis le doigt sur un certain nombre de faiblesses, aussi sur un certain nombre de forces. Et de là, le ministère de la Recherche, le MESRI, ou prédécesseur du MESRI, a mis en place un plan d'action qui est ensuite passé en interministériel, a été approuvé par les GAE, et auquel on doit s'en tenir aujourd'hui. Donc, en gros, il constatait que la France, elle participe, certainement pas assez, mais elle a quand même de bons résultats en partie. Mais nous avons d'autres pays partenaires en Europe qui sont plus forts que nous, et nous devons essayer quand même d'améliorer nos performances, ou la performance de nos laboratoires et de nos chercheurs à la participation du programme cadre. Ici, quelques chiffres, et je ne vais pas m'y arrêter, vous les avez dans les rapports, et ce que je souligne toujours, c'est le taux de succès. Nous avons quand même quelque chose qui est une performance, c'est le taux de succès qui est le meilleur d'Europe. C'est-à-dire, on dépose moins de projets, mais les projets, ils réussissent mieux. Donc ça, c'est pour vous encourager et encourager vos chercheurs et enseignants-chercheurs et ingénieurs et autres personnes qui peuvent participer à ces programmes à déposer. Ça reflète bien que nous ne sommes pas mauvais. Même si, sur la prochaine diapositive, on n'est pas les premiers sur la liste, mais ça, on le sait depuis de nombreuses années. On a l'Allemagne et les UK qui se bagarrent, mais je vais vous montrer une diapositive qui montre qu'en fait, il y a quand même des choses qui bougent, et notamment, évidemment, le Brexit, on est responsable. On est toujours parmi les 10 premiers bénéficiaires, mais ce que nous savons, c'est que nous avons un potentiel en France, et notamment dans les universités françaises, qui est énorme. Il y a des connaissances en matière de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur qu'il faut aller chercher, et il faut aller motiver vos chercheurs et enseignants-chercheurs à aller à l'Europe. Donc la diapositive qui date de, je l'ai reçue hier, donc c'est la mise à jour d'un petit document qui fait la DAUI, donc la Délégation aux affaires européennes et internationales, et j'y vais revenir à ces E et I, qui est publié tous les 3 mois au sein du ministère. Et ce que j'aime bien souligner ici, c'est, bon, nous avons la courbe des différents pays, et vous voyez au milieu, le bleu, c'est la France. Et en fait, moi j'aime bien être optimiste, j'ai dit finalement nos résultats, bon, ils ne sont pas très satisfaisants parce qu'on est toujours autour de 11%, on descend un peu à 10%, on remonte à 11,5%, mais on est stable. Or, on voit que l'Allemagne et notamment les UK sont en train de descendre dans la participation au programme cadre, notamment Horizon 2020. Il y a une opportunité à saisir, justement, du fait que 2 pays qui sont en ce moment encore les premiers sur la liste sont en train de se fatiguer, ou, pour des raisons politiques, comme c'est le cas des UK, de se désister parce qu'ils ne savent pas, les universités et les enseignants-chercheurs anglais et du Royaume-Uni, si demain, ils pourront toujours participer si le Brexit venait à se faire dans de mauvaises conditions ou à se faire tout court. En fait, on verra. Donc, comme il y a encore des appels à la fin de Horizon 2020, même si le plan d'action il est surtout dans la perspective du futur programme cadre qui va s'appeler le Horizon Europe, mais qui est un peu plus ou moins dans la continuité. La Commission dit toujours « evolution, not revolution », mais en fait, il y a quand même beaucoup de nouveautés, mais ça, ce n'est pas mon business aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une opportunité dans les prochains appels à saisir, et je vous invite et je vous
vraiment, je vous invite à motiver vos laboratoires à se présenter, à présenter des projets, de manière à être présents dans cette fin de programme cadre Horizon 2020. Ensuite, pourquoi un plan d'action? C'est parce que la part française, je l'ai déjà mentionné, est quand même de retour financier relativement faible et on peut mieux faire. On a mieux fait par le passé, donc on veut remonter la pente et que les financements demandés sont parfois trop faibles. Ici, j'aime bien surtout souligner le deuxième point. C'est quels sont les bénéfices. Parce qu'une chose, c'est de faire rentrer l'argent ou revenir l'argent en France. On fait revenir beaucoup d'argent qu'on investit à l'Europe par la PAC ou par les fonds structurels, un peu moins par la recherche. Mais c'est surtout les bénéfices. Et ça relie un peu avec tout ce qui a été discuté. L'attractivité, la mobilité, Erasmus+. Et une des difficultés, je trouve, qui se cristallise à chaque fois qu'on a des journées comme aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait des efforts pour créer des synergies et des liens entre ces différentes politiques? On parle de mobilité, d'attractivité, de collaboration, de compétition, de publication, d'enseignement, et finalement, chacun est spécialiste dans sa partie. Il n'y a peut-être pas assez d'efforts pour vraiment se dire mais comment Erasmus+ peut contribuer à... Et je m'excuse auprès des collègues, mais c'est simplement pour dire nous devons davantage travailler en synergie et dans le dialogue pour voir comment une politique, une participation à des instruments, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit avec ce que vous avez dit, c'est qu'on a tous les instruments. La question, ce n'est pas est-ce qu'il faut inventer notre instrument. Je trouvais la question tout à fait pertinente et je remercie pour la question parce que ça me permet, je ne vois pas Jean Peters dans la salle, mais ce qui me semblait intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, aller au programme cadre, parce que le programme cadre va créer le lien, va permettre d'augmenter l'attractivité des laboratoires, du fait d'avoir des projets européens, d'être coordinateur notamment. Eh bien, ça rend pour des non-européens, pour des non-français ou des non-européens, nos laboratoires et nos universités plus attractifs. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça permet en plus d'accélérer l'activité, c'est-à-dire quand on se met en réseau et qu'en plus on a de l'argent du programme cadre, on a les moyens enfin, on se plaignait toujours de ne pas avoir assez de moyens, et là on a les moyens enfin sur une durée malheureusement déterminée, mais une fois on est rentré dans la mécanique, moi ça fait des années que je suis toujours les mêmes chercheurs, j'ai connu leurs difficultés la première fois qu'ils ont déposé un dossier. La deuxième fois, c'était mieux. Et il y en a qui ont tous les ans 2, 3, 5 projets qu'ils décrochent. Après, c'est un autre problème. Il faut avoir l'espace, il faut avoir les moyens d'accueillir plus de... Je me rappelle une chercheuse qui d'ailleurs a eu l'ordre du mérite il n'y a pas longtemps, qui disait « Moi, mon problème, j'ai déposé 3 projets, je pensais en avoir dans les meilleurs des cas 1, et j'ai eu tous les 3. Et maintenant, eh ben, j'ai plus d'argent, je dois avoir plus des étudiants et des postdocs, où les mettre, et j'ai besoin de plus d'équipements, etc. » Donc ça a posé tout un tas de problèmes. Donc ça aussi, les présidents des universités, ou présidentes, doivent anticiper ce genre de choses, parce qu'il faut préparer l'accueil. Il ne suffit pas de faire venir des gens. Et je crois que je suis bien placée, parce que j'ai fait une mobilité, ou pas mal de mobilité dans ma vie, et j'ai choisi de venir en France et d'adopter la France, comme j'aime bien dire souvent, mais je suis passée par beaucoup de difficultés, parce qu'une chose, c'est d'avoir les désirs. Et là, je fais référence à une autre chose qui a été dite. Le désir de venir en France, et autre chose, c'est la pratique après de tous les jours. Aller à la préfecture, demander un permis de séjour. Je pourrais écrire un livre gros comme ça avec un tas de copains qui serait intéressant à lire et on pourrait rigoler beaucoup. Mais finalement, on reste parce qu'on aime, on reste parce qu'on est bien et on reste parce qu'il y a des choses intéressantes et parce qu'il y a une mentalité qui nous attire. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut un petit peu approfondir. Je viens au plan d'action. Il y a 3 axes, et je tiens à les souligner parce qu'au sein de chaque axe, il y a en réalité 4 mesures. Il y a le 5e axe qui a 5 mesures, mais il y en a 2 qui se recoupent, donc je vais y revenir très rapidement. Ce qui est important, c'est qu'il y a 3 choses qu'il faut faire. D'abord, inciter. Donc, c'est ce que j'ai essayé dans les premières minutes de mon discours. Ensuite, accompagner. C'est une chose que j'ai faite pendant des années. C'est être vraiment assise auprès du chercheur et l'aider dans la jungle de tous les programmes européens, à dire voilà ce qu'il te faut par rapport à ce que tu veux aujourd'hui, mais dis-moi ce dont tu auras besoin demain et après-demain pour avoir une stratégie à court, moyen et long terme. Si vous ne faites pas ça, vous allez peut-être décrocher les gros lotos et vous allez avoir un ERC pendant 5 ans et après, blouf.
c'est fini. Donc il faut aussi, par rapport par exemple à l'ERC, être dans l'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer après l'ERC? Pendant 5 ans, je touche un super salaire, je peux embaucher qui je veux, en plus on me laisse vraiment la liberté parce que la Commission a bien tapé sur nous pour qu'on donne la liberté, pour qu'on donne des primes, etc. Et puis finalement, au bout de 5 ans, qu'est-ce que je deviens? Donc, pareil. Donc accompagner, c'est une chose qui est importante. Je pense qu'en France, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts en la matière. J'entends toujours et encore, et souvent des mêmes personnes, de dire « mais on n'a pas assez ». Si, on a plein de gens dans tous nos établissements. Dans les universités, vous avez des personnes désignées pour les affaires européennes. Dans le CNRS, on a des services de partenariat. Il y a beaucoup de mutualisation, mais là aussi, il y a un effort à faire peut-être pour améliorer. Et puis enfin, influencer. C'est peut-être là où il y a des choses à faire aussi, parce que c'est compliqué. Influencer au niveau de l'Europe, c'est une chose de longue haleine. Il faut gagner au bout d'un bras la confiance des acteurs clés. Il faut parier dans les bons acteurs, parce que souvent, on arrive à Bruxelles, on rencontre quelqu'un. Il faut essayer d'identifier quel est celui qui demain sera le directeur, voire éventuellement le directeur général, parce que là, l'investissement vaut le coup. Le plan d'action a pour lui de vouloir fonctionner en synergie entre les ministères, bien sûr, intraministériels, interministériels, mais aussi travailler avec tous les acteurs du paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur français. Donc, le ministère de la Recherche, le MESRI et le chef des fils, mais évidemment, on travaille au sein du ministère avec toutes les directions et avec d'autres ministères aussi, comme c'est mentionné un petit peu plus tard. Le SGAE étant un organe clé, évidemment, ça se fera avec le SGAE. Et puis enfin, la situation des régions a quand même énormément changé avec le nouveau périmètre des régions. Vous êtes parmi les acteurs les mieux placés puisque vous êtes au sein de ces régions et il faut qu'on réfléchisse ensemble comment créer des synergies et des complémentarités. Et une chose que j'ai soulignée souvent, c'est attention à vraiment veiller aux complémentarités. Et en réalité, le paysage français, il est devenu très compliqué parce que c'est un millefeuille. Mais si on regarde nos statuts des universités, en plus les universités, il y a eu quand même des évolutions très importantes qui ont eu lieu ces dernières années, avec notamment l'acquisition de l'autonomie, qui, comme disait aussi quelqu'un aujourd'hui, c'était pratiquement les derniers pays qui n'avaient pas accordé cette autonomie aux universités. Maintenant, on va y être et de plus en plus. Mais si on regarde à chaque fois pourquoi on a des EPST en France, des universités, d'autres organes qui sont là pour aider à couvrir certains créneaux. En réalité, on a tout ce qu'il faut, et très souvent, je dis toujours, ceux qui ont écrit les statuts ou qui ont écrit les bases et les missions ont bien réfléchi, et il y a des véritables complémentarités. Mais souvent, avec le temps, eh ben, on finit par oublier un tout petit peu, et il y a de la mobilité, on a envie de faire ce qui fait l'autre, et tout devient un petit peu flou. Donc peut-être il faut qu'on fasse ensemble cet effort de dire quel est le rôle de chacun. Et par exemple, je trouve une chose qui a été très peu mentionnée aujourd'hui, les universités, c'est la base de l'enseignement. On invite des gens de partout, tout le monde est passé par les universités. Tout le monde a été formé dans les universités. Donc soulignons davantage ce qu'apportent les universités en matière d'enseignement. On a des agences, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. En Allemagne, il y a une DFG qui existe depuis peut-être 80 ans maintenant, je ne sais même plus, mais ça a été créé avant-guerre. En France, on a créé l'ANR relativement récemment, et le budget de l'ANR n'est pas encore comparatif au budget de la DFG allemande, par exemple, alors qu'on parle du tandem franco-allemand. On a BPI France pour la partie plutôt privée. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. On avait quelqu'un de Total, mais la relation publique-privée. Là aussi, il faut qu'on crée des passerelles. Il y a beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années. Les choses se sont beaucoup améliorées. Mais il y a toujours... cet effort doit être renouvelé à chaque fois de toute manière. Et puis enfin, il y a tout un tas d'autres acteurs qu'on va essayer évidemment d'associer à ce plan d'action. Maintenant, très rapidement, les mesures du plan d'action. Axe 1, inciter. Je vais passer que sur les titres et si vous voulez après, si on a le temps, on peut éventuellement revenir sur l'un ou l'autre. Le premier, c'est le seul sur lequel je vais m'arrêter parce que je pense que ça va intéresser les universités que vous êtes. C'est mettre en place un cadre RH, ressources humaines favorables à la participation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Dans le titre, ça ne figure pas, mais ça figure dans le texte, je vous rassure. Et évidemment, une des questions qui se pose par rapport aux enseignants-chercheurs, c'est est-ce qu'on ne peut pas prévoir ou mettre le cadre ou faire quelque chose pour décharger un enseignant-chercheur d'heures d'enseignement. Et là, ça sera intéressant de savoir aussi, est-ce qu'en France, les enseignants-chercheurs ont beaucoup plus d'heures d'enseignement que dans d'autres pays européens? Je crois savoir que la réponse est oui. Donc peut-être là aussi, on peut avoir une approche européenne.
Puis après, d'autres thématiques. Mobiliser les acteurs via les accords contractuels. La question est tout simplement d'engager tout et chacun, de s'engager tout et chacun dans la volonté de dire on veut être acteur dans le façonnement de l'espace européen de la recherche. Je ne parle pas des financements, je parle de façonnement de l'espace européen de la recherche. Si on n'y en est pas, c'est les autres qui le font. Après, il ne faut pas s'étonner si ça ne nous plaît pas, parce qu'on n'a pas été là au moment où il fallait donner des idées, où il fallait écrire des documents, etc., etc. Donc, mesure 3, c'est articuler les opportunités de financement. Alors ça, c'est une mesure qui est très compliquée, parce que combien de chercheurs m'ont dit, j'ai commencé au ministère à la mi-avril, et depuis, je crois que chaque semaine, il y a un chercheur qui me dit « Mais pourquoi j'irai à l'Europe alors que c'est tellement plus facile d'aller demander de l'argent à l'ANR ?» Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pour les mêmes objectifs. Donc, on va devoir faire un effort pour mieux définir qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'ANR et qu'est-ce qu'on va faire quand on va à l'Europe et qu'est-ce qu'on va faire quand on va à l'international. Et je vais y revenir sur la question Europe internationale à la fin. Donc, dernière chose, c'est communiquer. Je pense qu'il y a un très bon travail qui est fait par beaucoup d'acteurs qui sont en place en France maintenant de bien informer, mais parfois il y a la surinformation, c'est trop long, le langage est lourd. Il faut vraiment qu'on fasse un effort d'adapter à chaque acteur l'information et de faire en sorte qu'elle arrive, non pas quand elle émane de la Commission européenne, ça oui, il faut le faire. Si la Commission publie des appels d'offres, et le jour même, l'information doit parvenir aux chercheurs et aux universités et aux autres acteurs, et aux industriels d'ailleurs aussi. Mais il faut aussi qu'elle arrive au bon moment pour celui qui va déposer. J'ai eu l'opportunité de travailler 4 ans à la Commission, et une des choses que j'ai souvent répétées, je dis, vous publiez au mois de juin, là, les universités, elles sont en plein examen. Par exemple, où vous demandez quelque chose en septembre, et c'est la rentrée. Enfin, je dis ça un peu, après, ça dépend des pays. Parfois, c'est septembre, parfois, c'est octobre, et c'est pas quelque chose... Mais c'est le genre des choses qu'on doit répéter et rappeler à la Commission européenne. Accès 2, l'accompagnement, c'est peut-être la partie que tout le monde veut traiter. Et une des choses que j'ai dit, c'est que là aussi, il faut qu'on réfléchisse bien à qui revient de faire de l'accompagnement. J'ai un avis personnel là-dessus, c'est celui qui gère l'individu qu'on appelle le personnel. C'est celui qui connaît le mieux ces thématiques scientifiques, ces problèmes de laboratoire, ces problèmes d'espace, des gestions, etc. Mais il y a d'autres acteurs en France qui disent « moi aussi, je veux faire de l'accompagnement » et c'est un débat qu'on va devoir mener. Je ne vais pas faire plus dans cette partie-là de l'axe 2. Et enfin, l'axe 3, renforcer les capacités d'influence. Là, en fait, il y a 5 mesures, mais il y a 2 mesures qui sont la 12 et la 13, j'ai toujours un peu de mal avec les chiffres, qui sont influencées formellement et informellement les textes européens. Et alors, informellement, c'est parfois très important, ça a beaucoup plus d'impact, parce que c'est la relation humaine que vous construisez avec des gens de la Commission, du Parlement ou éventuellement d'autres institutions qui va impacter le devenir d'un texte, parce qu'évidemment, même si la Commission a des agents de très haut niveau, qui sont pour beaucoup des anciens chercheurs d'ailleurs, qui viennent de nos universités en partie, eh bien, parfois, ils sont en manque d'idées ou ils n'arrivent pas à être vraiment à jour, à la pointe des dernières évolutions d'une thématique. Et donc, si un chercheur ou quelqu'un leur souffle une idée, ils sont ravis de pouvoir l'intégrer dans leur texte. C'est juste pour un exemple. Et la formelle, je tiens juste à souligner que la formelle, c'est quelque chose ancré dans les textes, dans la réglementation européenne. C'est, entre guillemets, ce qu'on appelle la comitologie, qui permet aux États membres de superviser ce que propose la Commission, pour le dire prudemment. C'est-à-dire la Commission a un pouvoir de proposition, mais pas de décision, et donc la comitologie permet aux États membres de dire « Attention Commission, tu nous proposes ça, c'est très bien, mais là, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, et pour telle raison », et d'éventuellement faire changer les choses à ce moment-là. Donc c'est un processus tout à fait formel, politique, dont les ministères sont en charge. Enfin, il y a une dernière mesure, et après je vais toucher quelques mots un peu plus librement, c'est la mise en place d'un comité de pilotage pour les suivis, de haut niveau pour les suivis de la mise en œuvre du plan d'action. Le calendrier, c'est on veut avoir une première série d'idées et de résultats en début d'année prochaine, 2020, et évidemment le prochain programme cadre commençant en janvier 2021. À ce moment-là, il faut que toutes ces actions et mesures qui auront été discutées pendant 1 an et demi ou plus, parce que certains ont démarré bien avant, soient en place pour être prêts à vraiment être très, très présents et très forts dans le cadre du prochain programme cadre.
Donc avec ça, j'ai fini mes diapositives, mais je veux toucher 2-3 petits mots encore. Il y a une chose qui me choque depuis de très nombreuses années, c'est aussi un petit peu mon engagement personnel, mais on parle d'Europe souvent englobée dans l'international. Et quand je regarde les sites web de la majorité d'établissements français, l'Europe, on ne la trouve même pas. Donc déjà, si je suis chercheur ou si j'ai envie de déposer un projet et je veux savoir mon établissement, qui je dois voir pour m'aider, m'accompagner justement dans le dépôt d'un projet, eh ben, je ne les trouve pas toujours facilement. Et moi, personnellement, j'ai dit toujours personnellement, plus de 3 clics, c'est trop. Donc un site web où il faut faire plus de 3 clics pour trouver une information, il faut se poser des questions. Et on a des nouvelles générations qui sont beaucoup plus exigeantes en plus sur ces questions-là, parce qu'ils sont rapides, ils veulent des choses qui soient efficaces. Et il faut aussi qu'on ait en tête qu'on a des nouvelles générations des chercheurs et enseignants-chercheurs, d'ingénieurs qui arrivent, qui ont grandi avec les outils informatiques et qui ont des méthodes de travail qui sont différentes. Et ça, il faut aussi qu'on s'adapte et qu'on soit dans leur tête, parce que c'est ces nouvelles générations à qui il faut apprendre et qu'il faut motiver pour aller à l'Europe très tôt. Et enfin, l'Europe, c'est quand même autre chose que l'international, parce que l'Europe, c'est un projet politique de longue date qui a un socle et une base et une motivation à l'origine qu'on finit par oublier, je ne l'entends plus jamais. Les mots de Schuman ont été oubliés, et c'est quand même la France qui a été porteuse aussi du projet européen au tout début. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que ces politiques européennes et la politique de la recherche et l'innovation, c'est la troisième politique, le troisième budget de l'Union européenne. C'est une politique pour contribuer à la construction européenne. Donc, nos partenaires européens, ce n'est pas les étrangers de hors Europe. Et c'est avec eux qu'on veut construire quelque chose. Ça a été un peu effleuré par les uns, par les autres, par notre collègue d'Espagne tout à l'heure à la fin de sa présentation, par notre collègue anglais. Mais prenons conscience qu'il s'agit, au-delà d'aller chercher les financements, je dis toujours, si on s'implique vraiment, les financements vont venir tout seuls. Mais il s'agit vraiment de porter nos valeurs, de porter nos idées, de porter notre savoir-faire, de porter ce que nous pouvons apporter à l'Europe et que nous possédons, et de ne pas les laisser dormir juste dans nos laboratoires, mais faire bénéficier l'ensemble de nos collègues en Europe de ce que nous pouvons faire. Et en France, il y a quand même un potentiel qui est extrêmement important, et je trouve que ça serait dommage de le laisser en jachère et de ne pas en profiter. Donc je vais clôturer mon discours. Je pense que j'étais un petit peu au-delà de mes 15 minutes, mais j'espère avoir contribué à vous motiver un peu. Merci. Alors, il n'y a pas tout de suite de questions directes, donc je proposais à Antoine Petit de venir là. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas, pendant qu'Antoine s'installe, qu'on n'a pas complètement abordées non plus. On a bien compris la différence entre Europe et international, mais les opérateurs qu'on a, ce sera peut-être pour la suite, mais peut-être que la position particulière du CNRS peut y répondre. C'est l'interaction entre la politique internationale de la France, je ne parle pas européenne, et les SRI. Parce qu'on sait qu'il y a des visites du président de la République, de ministres, du Premier ministre à l'étranger, avec des volontés de collaboration où on nous embarque de différentes manières et qui nous mettent en difficulté. Puisque Antoine est là aussi, le CNRS, sous l'impulsion de son nouveau PDG, a aussi proposé une nouvelle politique internationale et d'interaction qui est en train de se mettre en place et dont on reçoit les premiers effets. C'est simplement si vous avez des questions à poser aussi sur ce volant-là. On est toujours dans le volant international. Antoine. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous. Je trouve qu'on ne discute pas assez, j'ai déjà dit, je le redis. Je vais commencer par 2 anecdotes, histoire de un peu chauffer la salle. Première, et toutes les 2 se sont passées en Australie. Lors de la visite de la ministre que j'ai eu le plaisir, à laquelle j'ai eu le plaisir d'aller. La première anecdote, c'est qu'on a rencontré une étudiante chinoise qui nous a expliqué que grosso modo, sa famille s'était saignée pour l'envoyer en Australie, parce que, comme ça a été rappelé, les études sont chères et que c'est la troisième source, ça a été dit, de ressources extérieures pour l'Australie. On lui a dit, mais pourquoi t'es pas venu en France? Parce que c'est gratuit. Et là, elle nous a répondu que si c'était gratuit, ça ne devait quand même pas être de grande qualité. Ça n'est qu'une anecdote, ça ne prouve rien, c'était l'exception qui confirme la règle. Toutes les autres familles pas de France et de Navarre, toutes les autres familles, évidemment, à l'étranger, considèrent que c'est normal que ce soit les familles des gens qui n'envoient pas leurs enfants à l'université qui payent pour
les familles des enfants qui envoient les familles qui envoient leurs enfants à l'université. C'est logique. Et donc, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur la seule petite chinoise qui n'était pas bien formée. Cela étant, je pense que c'est un vrai sujet et qu'à un moment, il faudra l'attaquer de front. C'est-à-dire que on est quand même dans une situation, là je m'écarte un peu du propos initial, mais on est quand même dans une situation paradoxale où chaque famille envoie ses enfants dans l'école qui est la plus sélective et si ça coûte très cher, c'est pas grave. Mais on a un discours général qui est complètement schizophrène. Je trouve qu'à un moment, il faudra qu'on s'arrête. Et je trouve que ça devrait être une vraie valeur de partage, de faire en sorte que ce soit les gens qui envoient leurs enfants à l'université qui payent, plutôt que ceux qui ne les envoient pas. La deuxième anecdote, c'est une petite pierre dans votre jardin. Il n'y a pas Olivier qui était là. On a fait une réunion avec la ministre, avec le top 8 australien, qui est le Group of 8, c'est ça s'appelle. Donc c'est les 8 universités australiennes. Il y avait 0 présidente ou président d'université du top N français. Je pense que c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que si on veut construire les relations internationales, il faut y aller. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment frappé depuis que je suis au CNRS, c'est de voir à quel point, finalement, le CNRS a investi depuis 80 ans à l'international. Et il y a une reconnaissance du CNRS à l'international qui est tout à fait exceptionnelle, qui est liée aussi au fait que, pendant très longtemps, vous le savez, c'est un des sujets, les universités ont été peu présentes à l'international et que, d'une certaine façon, le CNRS a capitalisé sur l'ensemble de l'image de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation français. Mais quand même, moi, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'avoir des relations internationales, ça nécessite de faire des choix. Et ce n'est pas parce qu'une fois, on a envoyé un maître de conférence en délégation pendant 6 mois dans l'université de Bordurie occidentale qu'on a construit des relations avec elle. Donc je pense que c'est un vrai sujet. C'est de faire des choix et d'aller voir les gens. Ça, je crois que c'est vraiment un truc qui est absolument essentiel. Ça s'inscrit dans la durée. C'est compliqué de construire des relations internationales. De construire les relations internationales du CNRS, par exemple, c'est pas simple, parce que ça veut dire quoi, d'une certaine façon? Chaque chercheuse ou chaque chercheur a ses relations internationales, chaque labo a ses relations internationales, je veux dire, chaque institut du CNRS a ses relations internationales, puis au-dessus de ça, il y a le CNRS. Est-ce que les relations internationales du CNRS, ça doit être juste la somme de tout ce que je viens de décrire? Non. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire des priorités. Et pour être capable de faire des priorités, il faut... Et des priorités en termes institutionnels, j'insiste là-dessus. Je vais vous donner un exemple pour être très clair. On a une équipe en sciences humaines et sociales qui est la meilleure équipe d'études himalayennes au monde. Et c'est un joyau du CNRS. Et pour autant, on ne va pas faire du Népal une des priorités du CNRS, en tout cas une des priorités affichées du CNRS. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'on comprenne bien pourquoi on a des relations internationales. Et les raisons pour lesquelles on a des relations internationales ne seront pas d'ailleurs nécessairement tout à fait les mêmes entre les universités et le CNRS. Pour le CNRS, il y a plusieurs éléments qui sont essentiels. C'est l'attractivité. On continue à recruter chaque année plus de 30% de chercheuses et de chercheurs qui ne sont pas de nationalité française. Et c'est un truc important. Et ça marche parce que les gens nous connaissent et parce que les gens ont envie d'atteindre le CNRS. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important. Ça veut dire que dans la logique d'excellence du CNRS, on essaye de collaborer, bien sûr, avec les grandes institutions. Et si on regarde les copublications, ce sont avec les grandes institutions que vous connaissez qu'on copublie le plus, bien sûr. Mais j'aurais dire, on essaye de travailler sur, y compris des niches d'excellence, comme on le fait en France, avec des universités qui ne sont peut-être pas dans le top 50 ou le top 100 de Shanghai, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui, sur un domaine précis, sont excellents. Ça, je pense que c'est un premier critère pour nous, CNRS, c'est de travailler sur cette excellence et d'être capable de dire si au niveau du CNRS, on investit dans telle relation, c'est parce qu'il y a ce côté-là. Ça, c'est un point vraiment important. Le deuxième point qui est important, et qui l'est de plus en plus, c'est l'implication des partenaires industriels. C'est-à-dire qu'on a, avec Solvay, avec Thales, avec Saint-Gobain, des unités mixtes à l'international. Et c'est quelque chose qui est important, y compris dans le cadre de la diplomatie française. Parce que, et on est en train de travailler avec d'autres. Je vous donne un seul exemple, toujours lié à l'Australie. Vous avez forcément lu que Naval Group avait obtenu un contrat extraordinaire de 40 milliards d'euros, je crois, pour vendre des sous-marins à l'Australie pendant des années. Ça s'accompagne d'engagements de Naval Group de travailler avec les universités australiennes. Et autant Naval Group est plus que compétent pour vendre des
sous-marins, autant il n'a pas une connaissance du tissu australien qui est du même niveau. Et donc s'associer à des acteurs français, que ce soit un certain nombre d'universités ou le CNRS, c'est quelque chose de tout à fait positif. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument renforcer. Je pense qu'il faut renforcer cette dimension qui est que la recherche qu'on a associée maintenant à l'innovation en France, et je m'en réjouis, d'une certaine façon, à l'étranger, on l'associe plus à culture qu'à innovation. Et je trouve ça regrettable. Je trouve d'ailleurs regrettable, et j'en ai déjà eu l'occasion de discuter avec Laurence Auer, qu'il n'y ait plus assez de conseillers scientifiques dans les ambassades. Là, on est descendu à 6 ou 7 maintenant. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Et je pense que ce n'est pas un bon choix, je crois, que de dire que quand il n'y a pas de conseiller, il y a un attaché. Il est rattaché au conseiller culturel. Je sais que c'est un point de discussion, mais il me semble que la présence française à l'étranger passe aussi avec une interaction avec le milieu socio-économique, et que je pense que là, il y a un vrai sujet qui est tout à fait essentiel. Ça passe aussi, ces relations à l'étranger, encore une fois, j'insiste, par une connaissance du terrain. Donc, vous savez probablement qu'on a 8 bureaux à l'étranger, 4 en Asie, 1 à Singapour, 1 à Tokyo, 1 à Delhi, 1 à Pékin, 1 bien sûr à Bruxelles, qui est un peu particulier, 1 en Amérique du Sud, à Buenos Aires, 1 en Amérique du Nord, sur lequel je vais revenir, et puis un dernier qui est commun avec l'IRD, à Pretoria, en Afrique du Sud. Le fait d'avoir ces bureaux joue un rôle absolument essentiel dans la connaissance qu'on a du terrain, mais aussi et peut-être surtout la connaissance que le terrain a du CNRS. Et je vais revenir sur celui qu'on a en Amérique du Nord, parce qu'on a ouvert une antenne à Ottawa, et cette antenne, on l'a ouverte avec l'Université de Lyon. Et je sais que Jacques Frémont sera là demain. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse ensemble. Nous, on est prêts, avec les universités qui le souhaiteraient, à étudier. Je ne dis pas qu'on le fera à chaque fois systématiquement, parce que c'est un coût et qu'il faut évaluer bien sûr le bénéfice, mais on est prêt à étudier avec les universités qui le souhaiteraient le fait d'ouvrir ou un bureau ou une antenne, selon l'endroit où c'est, avec celles et ceux d'entre vous qui ont ciblé un pays ou une zone géographique comme étant prioritaire. Je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important, et il faut y envoyer des gens qui sont des gens seniors. Ça, je crois que c'est un truc essentiel. Et je fais une petite incise sur la présence à Bruxelles. Il me semble, et je le dis de façon très modeste, mais il me semble que parfois, un certain nombre d'universités envoient des gens qui sont beaucoup trop juniors pour peser au niveau européen. Comme l'a dit Monica Dittel, c'est un travail d'influence, un travail de lobbying. Et les gens que vous avez en face de vous, ils s'attendent à avoir des gens, whatever it means, du même niveau. Donc il y a des gens très jeunes et très brillants, on le sait tous, c'est pas la question. Mais il y a aussi un problème de CV et de pédigré. Et que si vous avez des gens qui sont confirmés, ben vous avez plus de chances d'avoir accès en face à des gens de la commission ou des différentes instances qui sont eux aussi confirmés que si c'est des jeunes VFI qui sortent tout juste de l'école. Je pense que là, il y a une vraie question. Donc, à part ça, on a mis sur pied, Pierre l'a rappelé, donc on a eu une réflexion. Vous savez qu'il y avait les unités mixtes internationales, puis il y avait je ne sais plus quoi, comment ça s'appelait. Personne n'a été capable d'expliquer les différences qu'il y avait entre les différents outils. Ou pire que ça, chacun avait une explication très claire, mais ce n'était pas la même d'un institut à l'autre. Donc, on a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et on a créé un label c'est un label, genre d'International Research Lab, qui est quelque chose de pérenne. Et puis, on a des International Research Projects qui sont quelque chose de moins pérenne. Sur ces International Research Labs, la plupart d'entre eux sont avec des universités. On souhaite continuer. Mais là encore, je pense qu'il faut faire attention en termes d'affichage. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder entre nous et des choses qu'il faut mettre à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été donné l'exemple tout à l'heure de Oxford, où on a signé entre le CNRS, le ministère et, je ne sais plus, l'Université de Paris, c'est ça. Ça, c'est pas très grave. Le cas où on signe un International Research Lab avec une université étrangère et 10 universités françaises, je pense qu'on ne gagne pas collectivement en crédibilité. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi dans un certain nombre de cas au fait qu'on dise, voilà, c'est l'un d'entre nous qui est le porteur,
Je pense qu'en termes d'impact, ça serait quelque chose qui serait plus intéressant à faire. Après, nous, on aimerait aller un cran au-dessus, c'est-à-dire de définir avec un certain nombre de grandes universités étrangères des centres communs, whatever it means, des centres communs dans lesquels on pourrait avoir des labos communs, là encore, communs avec des universités différentes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est prêt à travailler avec vous. De manière générale, je pense que le CNRS a un savoir-faire à l'étranger qui est incontestable, mais il a une lacune qui est claire, qui a été évoquée à plusieurs reprises, c'est le fait qu'on ne fait pas d'enseignement. Et que toute université étrangère normale, dans une coopération internationale, elle s'attend à y voir une dimension formation, ce que nous n'avons aucune capacité à faire. Et donc je pense que là, il y a vraiment une capacité à monter des trucs qui sont gagnants-gagnants. Gagnant parce que de notre côté, encore une fois, on a un savoir-faire et on a une culture et on a une connaissance de la part des autres qui est importante. Et vous avez de votre côté cet aspect formation. Et moi, c'est le discours que j'ai tenu à chacune et chacun d'entre vous que j'ai eu l'occasion de rencontrer en bilatéral dans les réunions qu'on a fait au CNRS. C'est, je pense qu'une fois que vous avez défini votre stratégie internationale, c'est pas à nous de le définir, mais une fois que vous avez défini votre stratégie internationale, je pense que c'est intéressant de voir comment on peut essayer, sur certaines dimensions de cette stratégie internationale, d'y aller ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait gagnant-gagnant. Et puis, je voudrais finir par nos interactions avec le MEAE. On a des UMIFRE. Donc, des UMIFRE, c'est à la fois des unités mixtes internationales, donc des IRL, peu importe, des unités mixtes internationales, et des IFRE, donc des instituts français de recherche à l'étranger. C'est quelque chose qui marche très bien, je trouve, globalement, même s'il y en a une trentaine, donc ils ne sont pas tous équivalents. C'est quelque chose qui marche très bien, et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on capitalise. Et je voudrais finir par ça, parce qu'on a beaucoup de ces UMIFRE avec des pays qui ne sont pas forcément les plus visibles au niveau international. Et ça, c'est une réflexion qu'on conduit et qu'on va conduire au sein du CNRS et à laquelle on est prêt à associer celles et ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. C'est comment on fait pour travailler avec des pays dans lesquels il y a un potentiel important, mais qui n'ont pas aujourd'hui les structures auxquelles on peut s'attendre en termes de niveau. Je pense en particulier, bien sûr, à l'Afrique. On le sait tous, en Afrique, il y a des chercheuses et des chercheurs excellents. Il n'y a pas aujourd'hui, peut-être à une ou deux exceptions près, d'universités qui sont tout à fait aux standards internationaux. Pour autant, on sait très bien que démographiquement, l'Afrique va se développer, qu'il y a une dimension francophonie qui n'est pas complètement négligeable, même si elle n'est pas unique. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse à des nouveaux outils pour essayer de construire ces coopérations. Vous savez qu'à un moment, Jean-Paul Moati n'est plus là, mais il est encore question de la création d'un ARC, d'un African Research Council, qui serait le pendant africain de l'ERC. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être, sûrement d'ailleurs. Est-ce que ça doit être la seule? Sûrement pas. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire. Donc, je vais m'arrêter là, mais simplement pour vous faire passer un message qui est de dire que il me semble qu'à l'international, on a tout intérêt à travailler ensemble. La Maison France, pour reprendre cette expression un peu galvaudée, je pense que ça a un sens de temps en temps. Que sur une opération donnée, on le fasse avec un nombre limité d'universités. Je pense qu'on n'a pas intérêt à y aller à 50, je l'ai dit. Je pense que la plupart d'entre vous sont encore en train de construire cette stratégie à l'international, parce que la difficulté que j'évoquais au début de mon propos, à savoir qu'il y a la recherche internationale, des chercheurs, des instituts, des labos, d'une certaine façon, vous avez la même, sauf que c'est les chercheurs, les labos, les départements et les UFR ou je ne sais quoi. Donc, je comprends parfaitement que ce ne soit pas si simple, mais je pense qu'encore une fois que vous avez défini vos cibles privilégiées, il me semble qu'on a intérêt à se rapprocher de façon très pragmatique pour essayer de comprendre comment on peut faire mieux ensemble. Oui, reviens à ta place et prends le micro. On va demander à l'intervenant suivant de s'installer, mais il y a peut-être une question qui est une question d'ailleurs qui s'adresse aux trois intervenants précédents. Je vais l'afficher.
Mon cher Antoine, faire des choix, y aller ensemble, on est bien d'accord, et je crois que ça reflète ça. Pour ton information, l'Australie n'a pas été un exemple de stratégie concertée avec les universités, encore moins avec la CPU, qui aurait pu aider. Résultat, les établissements ont été très mal informés et très mal mobilisés. Beaucoup d'expériences montrent que les établissements et la CPU ont su partir ensemble à l'international, en Iran par exemple, mais pas seulement. Et moi, il y a quand même une question qu'on a assez souvent avec les comics, entre guillemets, avec les interactions entre la politique, je veux dire, quand on voit l'Élysée ou Matignon qui arrive, le MAE qui arrive, et ensuite le Mesri qui arrive, et tout le monde doit se réunir autour d'un de ces ensembles-là parce qu'il y a une mission à l'étranger et parce qu'on veut y impliquer dans les échanges l'enseignement supérieur et la recherche, où on a un problème d'articulation qui est plus difficile que l'articulation université-CNRS, très franchement. Avec un niveau où le CNRS, où les EPST sont en premier prévenus, etc., de par une relation de proximité du fait que ce soit des instituts nationaux, et de l'autre côté, les universités qui sont souvent à la ramasse, et on en arrive au résultat qui s'est passé en Australie. Donc comment, voire en Chine. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire le tour des pays. Comment, là, tous les trois, à vos places respectives, on peut améliorer ça? Ouais. Alors, évidemment, moi, je vais dire exactement la même chose qu'Antoine Petit. On est un pays qui a une grande politique scientifique. J'en ai pas parlé parce que j'avais déjà parlé trop longtemps, mais la question qui est celle des universités européennes ou de la recherche européenne. Comment aujourd'hui on fait le lien dans les universités européennes entre Horizon Europe et les programmes de mobilité? C'est une question, c'est pour nous une question permanente. On a, je pense, 2000 projets en cours et les partenariats Uber-Curiens, c'est 70 pays. C'est-à-dire qu'on a presque systématiquement investi dans le champ de la recherche après-guerre, bon, évidemment pendant la période de gaulienne, mais aussi dans les années 80, après la chute du mur de Berlin, on est un pays de très grande politique scientifique. Alors aujourd'hui, la difficulté, en effet, par exemple, parce que je vais vous dire un peu la dialectique qui est la nôtre quand on nomme un conseiller scientifique sous l'autorité du conseiller culturel ou l'inverse, c'est que au milieu, entre le conseiller scientifique et le conseiller culturel, il y a l'attaché universitaire. Et que si on le rattache au conseiller scientifique, il n'arrive pas à se couper en deux. Quand les personnes sont extrêmement douées, intelligentes, on arrive à les faire fonctionner, mais dans certains pays, on n'y arrive pas. Je vais vous donner juste un exemple. On a eu beau travailler depuis 1 an et demi. On a ouvert l'espace Campus France à Londres, dans le sous-sol du bureau de l'attaché scientifique, qui a un programme scientifique, mais ce n'est pas là où le public britannique vient, c'est à l'Institut français, qui est l'Institut culturel. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc on a essayé, on a tout essayé. Dans le fond, moi je rejoins Antoine Petit, la solution serait que le chef soit un grand scientifique. Ce qu'on est en train de faire en Israël, je vous signale, c'est le conseiller scientifique à Berlin, Jean-Jacques Pierrat, qui part comme conseiller culturel, parce que là, au moins, on est sûr qu'on a une vraie politique universitaire et scientifique, et que dans le fond, le culturel est géré par l'attaché culturel. On n'a pas réussi à le faire à Pékin, et on cherche toujours un conseiller adjoint qui doit s'occuper du scientifique. Et on est un peu découragé parce qu'on n'a pas de pointure qui s'est présentée sur ce poste qui est si crucial, puisqu'on fait ce fameux dialogue à haut niveau, c'est si compliqué. Mais pourquoi on en est arrivé là, à vouloir rattacher le scientifique auprès du culturel? Parce que ça fait 3 attachés universitaires qui démissionnent, parce qu'ils se trouvent écartelés entre 2 services, et que, in fine, entre ça et la difficulté de travailler aujourd'hui avec les Chinois, on n'arrive pas à garder des gens de qualité. Donc, moi, je n'ai pas la bonne solution. Mais alors maintenant, pour répondre en effet à votre question, moi, je vois le cas australien. Ah, pardon. Bon, très rapidement, l'Australie, c'est un cas vraiment ad hoc. On a ce contrat unique, qui
qui est un contrat, une contrepartie, un offshore vraiment spécial. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, si je devais emmener la CPU, je trouve que c'est très bien ce qu'on a fait avec l'Iran. On devrait le faire avec un ou deux autres pays, mais pas en Australie. L'Australie, c'est un pays qui vend... le droit d'entrée à l'université, c'est 22 000 $. Les universités, comme l'ont très bien décrit les uns et les autres, c'est pas eux qui sont nos concurrents directs en matière d'excellence ou de recherche. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cas par cas. L'organisation collective des universités a un sens quand on a besoin de chasser en meute. Vous voyez, aujourd'hui même à Londres, je ne vous dirais pas on y va. Non, on attend le Brexit, le 31 octobre, etc. On va rendre la parole à Jacques. C'est à ça que j'ai répondu et non pas à l'idée. Alors j'ai montré que dans d'autres cas, on avait su faire. Et ça, c'était plus un private joke presque avec Antoine sur plein de choses qu'on a fait avec un de ses collaborateurs. Voilà, mais j'entends bien qu'on ne va pas en Australie comme on va en Iran. Mais on ne peut pas s'étonner après qu'il manque toutes les universités françaises, dont les plus prestigieuses, et notamment une de celles dont un collègue est devant moi. Je pense qu'on pourra continuer sur ce sujet qui est quand même le sujet, comment on y va ensemble, comment on fait entre la politique d'État, les organismes et les universités qui ont quand même une tendance à faire autonome. Mais on aimerait bien avoir le regard de François Pernaut sur l'international. Voilà. Et donc, François, je t'en prie. Bien. Merci beaucoup. Mesdames les présidents d'université, messieurs les présidents, chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement la CPU, à tous les sens du terme pour chaleureusement, pour son invitation. Donc, Jacques, Jean-Luc, la CPU, merci à vous. Alors, je voudrais vous présenter l'internationalisation vue, je dirais, des universités françaises, bien sûr, vue depuis le HCERES, avec une petite, non pas difficulté, mais un petit bémol. C'est-à-dire que je suis directeur du département européen international du HCERES, et en tant que tel, finalement, moi, mon travail consiste à travailler, mais ailleurs qu'en France, quoi. Partout, sauf en France, d'une certaine manière. Mais pour venir devant vous, j'ai quand même fait le tour de mes deux collègues que vous connaissez évidemment, Michel Robert et Annie Winter, DE, DECT, pour avoir leur retour, ainsi que le président Cosnard, pour avoir leur retour sur l'internationalisation des universités françaises dans les rapports, par exemple, d'évaluation que vous connaissez bien. Et là, je vais aller très vite. J'y serai peut-être je développerai davantage ce qui concerne le travail que mon département mène à l'étranger, à l'international, parce que là, il y a, à mon avis, sans doute des opportunités pour vous, et ça vaut la peine, à mon avis, que vous soyez au courant. Bien, pour le HCERES, l'internationalisation des universités françaises, comme pour vous, ce n'est plus une collection de conventions signées autrefois, vous savez, vous vous souvenez, enfin bon, comme des MOU, etc., assez vagues finalement, dont dès la signature, 2 sur 3 étaient déjà inactives. L'internationalisation, ce n'est pas cela, ce n'est plus cela, mais en disant cela, vous le savez parfaitement. Alors, premier point, d'abord, avant d'aller plus loin, premier point, je dirais, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, par construction et par essence même, le HCERES est international et européen, puisque je vous rappelle que tous nos référentiels, qui sont les référentiels sur lesquels vous travaillez pour vos auto-évaluations, tous nos référentiels établissements, formations, doivent être dans l'esprit de Bologne, et en tout cas, ils doivent être conformes aux ESG, aux European Standards and Guidelines, aux standards européens, et validés en cela, et nos référentiels sont validés en cela, par ENQA, mais surtout par ECAR dans un deuxième temps. ENQA, le réseau des agences d'assurance qualité européenne, et ECAR, qui est le registre européen, une émanation de la Commission, le registre européen des agences d'assurance qualité. Alors, quand à l'intérieur nous regardons en fait l'internationalisation, alors je dirais des universités françaises, je ne veux pas différencier établissement, formation, mais disons je vais aller vite et forcément être schématique, vous m'en pardonnerez, j'espère. Qu'est-ce que nous regardons? Bien sûr que nous regardons les partenariats, mais bien sûr que nous regardons aussi et surtout les flux d'étudiants. Flux d'étudiants entrants, sortants ou plutôt diplômants, aux 3 niveaux, L, M, enfin licence, master
et doctorat. Et je pense d'ailleurs, dans les référentiels des écoles doctorales, un point particulier est mis effectivement sur les flux d'étudiants au niveau doctoral. Alors, nous regardons bien évidemment aussi la mobilité des personnels, ça va de soi. Personnel enseignant, et puis quand ça existe, mais c'est vrai que ce n'est pas très développé en France, hein, la mobilité des personnels administratifs. Nous regardons bien sûr, quand ça existe aussi, un phénomène assez récent que vous connaissez, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, qui est ce qu'on appelle le phénomène, alors je le fais en français pour éviter, qui est l'internationalisation à la maison, enfin internationalization at home. Et là encore, il s'agit de quoi? De regarder quoi? Les étudiants internationaux, les enseignants-chercheurs internationaux, les enseignements en anglais ou dans d'autres langues, mais c'est vrai que c'est l'anglais qui est regardé quand même. Nous regardons de plus en plus les liens concrets entre des universités françaises et étrangères, par exemple les projets de recherche, par exemple les projets de formation conjoints, bien sûr, les formations conjointes, ça va de soi. Et c'est un point qui sera évidemment particulièrement important dans quelques années, mais ça va venir très très vite, avec les universités européennes, bien entendu. Et puis, enfin, non. Nous regardons bien sûr, quand ça existe, les campus offshore. J'aime pas l'expression de campus offshore, je lui préfère l'expression, moi je parle de campus miroir souvent. Alors on la regarde dans les dossiers d'évaluation, puisque on ne fait pas de visite sur site de ces campus. Bien. Quelques constats, très vite. Quelques constats. 3 idées, rapidement. Là encore, je modulerai ce que je vais dire, parce que c'était vrai il y a quelques années, ça devient de moins en moins vrai, ce que je vais dire. On a pu constater dans le passé que l'international était souvent sous-traité directement par le service Relations internationales, et que certains rapports d'auto-évaluation pouvaient parfois manquer de vue transversale, disons, de vue politique stratégique. Et ce qui a amené effectivement la HCRS à dire qu'il était nécessaire de penser l'international en termes transverses, en matière de formation, de recherche, d'innovation, et même en termes de gouvernance, dans une perspective de benchmarking ou de parangonnage, pour en prendre un mot français. Autre idée qui vient aussi d'un constat, simplement, quand nous regardons l'international des universités, c'est de dire que, effectivement, dans nos universités, il y a des VP internationaux, mais quelquefois, il est difficile de mettre en coordination les politiques internationales de l'établissement et celles des composantes. Ça dépend aussi de la taille de l'université, parce qu'il y a des composantes qui ont leur politique. Il y a même des formations à l'intérieur des composantes qui ont leur propre politique. Et c'est vrai que le boulot des présidents et de leur équipe, des présidents d'université et de leur équipe, et qui n'est pas facile, est de mettre en orchestre tout ça, et évidemment que c'est loin d'être simple. Alors, en plus c'est loin d'être simple, parce qu'il y a des actions, il y a des activités, il y a des réalisations, c'est vrai, mais il n'y a pas toujours forcément une politique d'établissement globale, coordonnée, transverse, à tout moment. Ceci dit, comme je le disais, c'est un point qui est en train, dans les toutes dernières années, de changer. Quelque part, au niveau du HCRS, ce constat nous a posé, en tout cas dans les années dernières, des questions d'indicateurs et de pilotage. Autre constat, il apparaît clairement, c'est récent, que les universités réfléchissent, et certaines, bien connues, sont déjà engagées dans des modèles d'internationalisation qui sont des modèles courants et généraux dans les écoles de management. Alors évidemment, bien sûr, ce n'est pas le même modèle économique, hein, ça va de soi. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les universités ont déjà commencé ou commencent ou réfléchissent à mettre en place des campus miroirs, ces fameux campus offshore dont je parlais tout à l'heure, à l'étranger, avec des dynamiques intéressantes. Et enfin, dernier constat, pour nous, pour le HCRS, l'international, c'est
comment dire, au niveau intérieur, c'est-à-dire pour le département et d'évaluation des établissements et des coordinations territoriales, et puis pour mon département, Europe et international, on se nourrit mutuellement. Je dirais d'abord, premièrement, parce que dans mon département, quand nous partons faire des évaluations à l'étranger, des évaluations d'établissements ou de formation, nos référentiels sont directement adaptés des référentiels français. À 95% près, ce sont les référentiels français, et donc on fait évoluer nos référentiels par rapport aussi à l'évolution des référentiels français. Et je tiens à dire que ces référentiels sont eux aussi, les référentiels internationaux sont eux aussi validés, ont aussi été regardés par ENQA et ECAR quand nous avons été évalués. Et puis en retour, c'est vrai que les départements travaillant en France peuvent s'inspirer, en tout cas, de bonnes pratiques internationales constatées. Je vous donne un seul exemple. Nous avons été amenés à faire pas mal d'évaluations en Amérique du Sud, mais surtout en Amérique centrale. Se dit entre nous, l'Amérique centrale est aujourd'hui un boulevard pour les universités françaises. Les Américains ne sont plus là. De toute façon, ils ne sont plus nulle part, les Américains. En matière d'assurance qualité, je n'ai pas dit ce que je... Voilà, en matière d'assurance qualité, ils ne sont plus nulle part. Donc il y a vraiment une opportunité, à mon avis, avec des universités tout à fait valables. Et par exemple, en Amérique centrale, il est surprenant de constater que quand on parle par exemple des 3 fameux piliers, vous savez, formation, recherche, innovation, en Amérique centrale, les 3 piliers, c'est formation, recherche, responsabilité ou rôle sociétal. Et ça nous a amené à faire réfléchir aussi nos départements, je dirais, français, d'une certaine manière, sur finalement une interrogation qui pourrait être aussi la nôtre en France dans nos évaluations sur ce rôle des universités comme facteur de cohésion, facteur social, sociétal plutôt que social. J'ose pas dire de cohésion nationale. Bref, aujourd'hui, c'est des points sur lesquels nos évaluations pourraient aussi porter. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous faisons à l'international, à l'extérieur, nous permet aussi en retour de progresser en France. J'en dirai pas plus parce que sur l'aspect international, enfin internationalisation, constat fait au niveau de l'internationalisation des universités françaises par les départements qui s'en occupent au sein du HCRS, je voudrais arriver à ce qu'on fait à l'international, à l'étranger. Plus particulièrement, c'est le travail de mon département. Alors, dans mon département, on a 3 ou 4 grandes tâches. La première, c'est d'être présent au maximum dans c'est du lobbying, c'est d'être présent au maximum dans les organismes internationaux et européens en premier chef, et en tant que tel, bon, j'ai été élu, je siège au board d'ENQA, ce qui permet en fait d'avoir une voix française, ce qui manquait depuis un certain nombre d'années, et qui permet aussi de faire évoluer en quelque sorte les standards internationaux, en tout cas européens, pardon, vers peut-être des choses qui nous semblent, nous, universités françaises, importantes à regarder. C'est comme ça qu'on est en train, je pense qu'on va y arriver, de faire évoluer les agences européennes, les organismes européens, vers davantage d'évaluation, vers davantage de prise en compte de la recherche dans l'assurance qualité, au niveau européen, bien entendu. Ça, c'est le premier travail de mon département. On a un deuxième volet qui est de répondre de participer à des appels à projets européens. Et actuellement, on est engagé, chaque année, on s'arrange pour être au moins dans 7 ou 8 projets européens, non pas comme pilote, parce que certainement pas, mais comme partenaire, voire partenaires principaux, parce qu'il ne faut pas se cacher, les projets européens, pour qu'ils passent, on va les faire piloter par d'autres pays, plus à l'Est, disons, ou plus en Europe centrale. C'est beaucoup plus simple à obtenir au niveau de la Commission. Et puis, le troisième volet, c'est évidemment des évaluations d'établissements, de formation à l'étranger, avec un 4e volet qui est venu se rajouter tout dernièrement, finalement, sans qu'on ne demande rien du tout, avec le sujet de l'Université française en Égypte, qui est l'évaluation et même l'audit d'établissements franco quelque chose, si je puis dire, puisque c'est dans l'accord que le président Macron et le président Sisi ont signé. Non, pardon. Il a été signé en leur présence, plus exactement, pour être correct, en janvier dernier, que le HCRS fera un audit et une évaluation avec l'agence égyptienne de l'université française en Égypte, qui est destinée à devenir l'université franco-égyptienne.
Voilà, donc ça c'était pour vous donner les 3-4 grands piliers de mon département. Je vais revenir sur un des aspects qui est l'aspect évaluation. 2 minutes, d'accord. L'évaluation à l'international. Effectivement, on évalue des établissements, on évalue des formations, on a même été sollicité pour des centres de recherche. Je pense au centre Marc Bloch, franco-allemand. Et c'est une activité pour nous qui est en croissance exponentielle depuis 2015. C'est une activité qui est entièrement financée par les évalués. Bien entendu, ça ne doit pas coûter quelque chose aux contribuables français. Donc aussi bien les heures chargées, que tous les autres frais sont évidemment à la charge des évalués. On travaille à la demande des États, des gouvernements, des ministères. On travaille à la demande des établissements et des formations. Et on travaille aussi de plus en plus à la demande des bailleurs de fonds. Nous avons passé un accord avec la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a missionnés, et j'étais assez fier qu'on ait été choisi pour ça, le CRS, nous a missionnés pour évaluer tous les centres d'excellence africains. Et c'est pas rien. Donc on a commencé il y a 3 ans, on a déjà fait une 50aine. Là, on revient du Nigeria, où on en a fait 8, ce qui représente quand même 26 formations. C'est pas évident, le Nigeria. Et nous travaillons aussi beaucoup et de plus en plus avec l'AFD, où on a un accord, on a un partenariat signé avec l'AFD. On travaille aussi, bien sûr, à la demande, je vous disais, pour faire quoi, des évaluations de formation, des évaluations d'établissement. Très vite, on a été présent, mais c'est sur le site du HCRS, mais vous n'avez peut-être pas le temps de le consulter. Nous avons été à peu près sur presque tous les continents. En Europe, on est de plus en plus sollicité pour faire des évaluations en Europe, ce qui est pas mal, au Luxembourg, en Pologne, en Russie, grande Europe, disons. Au Proche-Orient, en Arménie, bien sûr, au Liban, beaucoup au Liban. Au Moyen-Orient, énormément. Je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui est en pleine, qui vraiment mise tout sur son enseignement supérieur et qui prépare l'après-pétrole résolument. Et nous avons été présents, nous sommes un peu moins actuellement en Asie, au Vietnam et en Chine, et beaucoup évidemment en Afrique du Nord, mais surtout Afrique subsaharienne. Voilà, je préfère répondre à des questions. C'est exactement un quart d'heure, mais ce n'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. L'idiosyncrasie globale, c'est-à-dire le modèle global auquel le SR français devrait se rallier s'il veut s'internationaliser, c'est un modèle de grosse université ou de grande université globalisée, ou d'universités qui sont moins grandes, mais qui ont un pattern, enfin qui se construisent une stratégie internationale. Ça veut dire du coup à l'échelle française, nécessairement, on est quand même un pays assez grand, une variété de stratégies, et ça pose la question de savoir si on a un seul instrument, l'instrument des frais d'inscription, donc on a évoqué constituer un instrument de pilotage, mais ça ne peut pas constituer un instrument de pilotage qui va concerner toutes ces stratégies. Et puis là, ce qu'on a entendu cet après-midi, où on est beaucoup plus, et c'est normal, la France est un pays avec un État puissant, avec des organismes nationaux puissants, puissants scientifiquement, puissants à tout point de vue, avec un soft power diplomatique exceptionnel. Est-ce que, du coup, la notion même de politique d'État, elle est compatible avec ce schéma? Voilà, c'était un peu ma question. Et il m'a semblé que la France était un peu au milieu du gué entre ces deux façons de raisonner. Qui veut se risquer un commentaire? Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est Europe versus international. C'est pour avoir une stratégie internationale, et ça je ne l'ai pas dit, en fait, il faut avoir une stratégie européenne d'abord, je pense. Ou se positionner aussi au sein du continent européen. Et on parlait de Russie, et la question est toujours est-ce que c'est Union européenne ou le continent européen? Ça, on peut débattre, mais c'est en tout cas sur le continent sur lequel on vit, où on a quand même des valeurs qu'on partage globalement. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas quelle est la position du Mesri là-dessus. Je ne peux pas vraiment répondre davantage. Et Antoine, tu veux compléter? J'ai essayé, parce que tu n'as pas forcément tout compris à ce qu'a dit Sébastien, je n'ai pas forcément tout compris à ce que tu as dit. Donc, ce que je veux dire, non, pour être plus sérieux, on sait tous qu'on peut signer tous les accords qu'on veut, que ce soit au niveau du CNRS, de l'université, du ministère. S'il n'y a pas derrière des chercheuses et des chercheurs qui sont prêts à travailler, ça ne sert à rien. Il y a quelques universités asiatiques au Japon qui continuent à adorer signer des MOU
et qui ont en dernière page de leur plaquette une carte du monde avec des petits drapeaux, et plus il y en a d'une année sur l'autre, mieux c'est, mais ça reste l'exception. Et donc sur la politique d'État, pour moi, elle a un sens, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on implique les acteurs qui sont prêts à y aller. C'est-à-dire qu'on peut dire que, je sais pas, la Sildavie est une priorité de l'État. C'est Tintin et le chef d'autocar, pour ceux. Que la Sildavie est une priorité d'État. Il faut ensuite voir quels sont ceux parmi nous qui sont prêts à bosser avec la Sildavie. S'il n'y a personne, il n'y a personne. C'est pas la peine de faire semblant. Et je reviens à la question de Jacques de tout à l'heure. Je pense que sur l'Australie, mais c'est vrai comme d'autres pays, je pense qu'il faut que, si on dit l'Australie et si les 80 ou les 70 universités françaises lèvent la main, d'une certaine façon, on n'est pas sérieux parce que ce n'est pas la réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne, avec une position particulière pour les grands organismes de recherche, en particulier le CNRS qui est un peu partout, on le sait, mais qu'on apprenne sur un pays donné à ce que les universités qui ont vraiment envie de bosser avec lèvent la main. Et ce qui s'est passé avec la Chine, la préparation, excuse-moi Monica, tu n'étais pas encore là, du truc avec la Chine, c'est caricatural. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion un vendredi soir à 18h où il y avait à la fois le CNRS qui parlait, on a juste 35 labos en Chine, et puis il y avait l'université de Pétaouchnok Sud qui a dit « Ah non, mais moi une fois j'ai accueilli un étudiant chinois, c'était vachement bien ». C'est pas sérieux. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte, encore une fois, de faire des choix et de dire que sur un pays donné, il y a un nombre limité d'acteurs qui sont vraiment impliqués au premier rang, et c'est ceux-là qu'il faudra emmener dans les voyages présidentiels. Je l'ai déjà dit, donc je n'ose pas le redire. Je pense que ce n'est pas à l'État à faire la politique internationale des universités. Éventuellement, il y a une question qui se pose pour le MESRI, mais pour ce qui nous concerne, pendant longtemps, la politique au MEAE, c'était la politique des bourses. C'est-à-dire que c'était une stratégie individuelle d'identification des meilleurs pour lesquels on avait une stratégie de long terme. On pensait qu'ils deviendraient francophiles, francophones. Ça passait aussi par la langue et par l'influence à long terme dans le pays. Il y a un changement de paradigme, je vous signale, cette année, parce que quand on fait un appel d'offres, un appel à projet, et qu'on dit aux universités, désormais, au lieu d'avoir les pros avancés, donc tous les attachés qui sont sur place et qui disent « Tiens, il y a telle université qui voudrait un partenaire français », ou de recenser les partenariats, on a changé complètement d'optique. On a proposé aux universités françaises d'avoir une politique, vous-même, de projection avec nos crédits. Ça, c'est vraiment nouveau. Et on va, je vous le disais, continuer et augmenter les crédits pour vous permettre, depuis votre point de vue, de nouer les partenariats qui vous intéressent et d'avoir une vision d'ensemble entre vos enseignants, vos chercheurs, et pas seulement une démarche individuelle où il y aurait une co-tutelle de thèse, puis après plus rien, un co-diplôme, puis plus rien. On a recensé tellement d'accords qui sont devenus obsolètes, etc. Donc voilà, on garde évidemment la politique de bourse, mais on estime qu'il faut vous permettre d'être en mesure d'aller chercher. Voilà. On ne l'a pas fait pour tous les pays, hein, ça ne concerne pas l'Australie. Ça ne concerne que 57 pays éligibles. Donc en gros, c'est l'Afrique. C'est la politique du président de la République. C'est la francophonie. Quand je dis l'Afrique, c'est tout entière, le Maghreb compris. C'est vrai que ce n'est pas le MESRI qui veut imposer une politique, mais le conseil que je donnerais aux universités, mais je ferai un commentaire après, c'est qu'il faut des véritables stratégies. Il faut échapper au phénomène des modes. De dire il faut collaborer avec la Chine parce qu'il faut vraiment réfléchir par rapport à vos priorités scientifiques, d'enseignement, etc. Quels sont les quelques objectifs internationaux. Et là, je parle de hors Europe, mais la même chose au sein de l'Europe peut-être, bien que le sujet est différent. Vous dire, là, ça a un sens par rapport à ce que nous faisons dans notre université, d'aller, et donc l'Australie est dedans ou est pas dedans. Donc le principe n'est pas il faut qu'il y ait un voyage en Australie, il faut que les universités y soient. Il faut qu'elles y soient s'il y a vraiment 1, 2, 3, 5 universités qui ont une véritable stratégie réfléchie
sur base de certaines études de prospectif ou sur base de ceux qui font les laboratoires. Il y a un commentaire un peu annexe que je vais faire, c'est qu'une chose qu'on finit par oublier un tout petit peu, c'est que quand même on est encore dans une fin, j'espère, une fin des transformations du paysage français, parce que avec les fusions des universités, etc., je pense qu'on sort tout juste, vous sortez tout juste d'une période assez difficile où il fallait restructurer beaucoup de choses. Et il y a une chose que je regrette parfois un peu, c'est que quand il y a eu des communes qui ont eu plusieurs années de discussions, souvent les questions européennes et internationales, moins de l'industrie, mais aussi, ont été reléguées pour après. Non, ça, maintenant, c'est trop compliqué, on va faire ça pour après. Or, il faut le faire en même temps et tout de suite. Et je peux vous dire que des universités, par exemple, dans les pays de l'Est, quand ils sont devenus États membres, ils ont ancré la politique européenne dans les statuts qu'ils ont révisés en Slovénie, en Slovaquie, etc., pour justement être prêts dès le démarrage de la nouvelle fusion université, etc. Donc, ayez en tête qu'il faut avoir les choses en tête tout de suite. Oui, moi, simplement une remarque, mais qui est aussi une question. Je trouve qu'on fait... Oui, Bernard Disembourg, consultant à la CPU. On fait comme si les activités universitaires étaient homogènes. Or, il y a plusieurs types d'activités dans les universités qui n'ont pas le même rapport à l'international. Moi, je trouve que, par exemple, sur la partie qui est la partie compétition académique, attractivité académique, etc., on voit bien que ça répond à des logiques qui sont en particulier des logiques de resserrage des partenariats, de ciblage extrêmement précis des types de partenaires avec lesquels on veut travailler, etc. Mais par exemple, il y a une autre logique. On a aussi de plus en plus, on aura besoin de faire sortir nos étudiants au niveau européen, mais aussi ailleurs. Ça va faire partie de toute façon de ce qu'est le process de formation des futurs cadres européens, etc. Et ça, par exemple, arriver à faire sortir des étudiants européens sur des flux de master qui sont relativement importants, désolé, ça suppose d'avoir un nombre de partenariats beaucoup plus important. Donc on a des logiques à l'intérieur des universités. En plus, comme les universités n'ont pas exactement le même type de poids entre leur positionnement de nature académique, le poids du master, le rapport au premier cycle qui est encore autre chose, etc., ça veut dire que de toute façon, ces logiques-là, elles ne sont pas faciles à articuler à l'intérieur des établissements. Donc, c'est source de tension. Donc, moi, je crois que, voilà, très, très souvent, quand on voit un certain nombre de points, on dit c'est pas cohérent, enfin, etc., c'est parce que la recherche de la cohérence, elle n'est pas si évidente que ça dans des universités qui ont des activités qui n'ont pas le même type de rapport avec l'international. Sans compter que selon les champs disciplinaires, même si on a de plus en plus des logiques transdisciplinaires, mais selon les champs disciplinaires, la nature du rapport à l'international n'est pas non plus exactement de même nature. Par exemple, les rapports, l'attractivité en termes de l'image de la France sur le plan culturel, etc., ils ne jouent pas de la même façon selon les champs disciplinaires, etc. Donc moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait source de tension et que ça soit difficile de trouver des stratégies qui soient des stratégies cohérentes. Oui, personnellement, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est une chose, souvent, par facilité, on parle de quelque chose, même des industriels, d'ailleurs, en disant les grands industriels. Or, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, et c'est la même chose avec les universités. Deux points. Le premier, c'est, on a beaucoup parlé d'attractivité, de faire venir les étrangers, pas assez ce que vous avez mentionné, d'aider nos jeunes à partir, mais en préparant le retour quand même parfois, ou en préparant comment on va les accompagner pendant leur séjour à l'étranger, quelle que soit la durée qu'il prend. Y compris d'ailleurs quand on envoie des experts aux institutions européennes d'ailleurs, pas les oublier pendant 4 ans, mais faire en sorte qu'au retour, on ait déjà quelque chose pour les réintégrer dans le système. Deuxième commentaire, c'est une chose que j'aime bien toujours souligner, c'est la diversité. Et vous en avez fait sans dire le mot. Je pense que c'est très important de prendre en compte la diversité, mais aussi de la préserver. C'est bien de vouloir mutualiser, intégrer, coopérer, collaborer, mais gardons nos différences parce que je pense que c'est la richesse de l'Europe, la richesse de la France et qu'il ne faudra pas appauvrir notre pays et notre continent du fait de vouloir tout harmoniser et tous faire pareil. Une petite remarque, mais s'il faut conclure. Non, c'était simplement un peu pour rebondir là-dessus et sur le fait que vous ayez dit à un moment qu'il fallait d'abord construire l'Europe pour construire l'international. Et je l'entends bien et je n'ai vraiment aucune arrière-pensée dans ce que je vais dire. Mais lorsqu'effectivement des universités se sont construites sur de l'international pour des partages de valeurs, et là je parle de sciences humaines et sociales essentiellement, où les universités de ces pays ont cherché des contre-modèles au modèle nord-américain, c'est aussi des valeurs partagées. Et donc à un moment
moment donné, on essaie de construire des espaces et ils ne peuvent jamais être reconnus, ce qui veut dire pour nous être financés, puisqu'ils n'entrent dans aucun programme jamais. Donc finalement, certaines universités, bon, évidemment, vous pensez tous que j'ai la mienne en tête, mais j'espère quand même parler au-delà de la mienne, se retrouvent toujours en position d'exclusion. Et ça, je pense qu'à un moment, alors que ce sont des universités, lorsqu'on va à l'étranger, qui nous disent « Ah, moi, j'ai étudié chez vous. Ah, moi, j'ai étudié chez vous. » Encore l'autre jour à la CPU, on a fait un colloque sur le développement durable, bon, pour lequel je suis assez mal programmée, mais dans la salle, quelqu'un m'a dit « Ah, ben moi, j'ai étudié dans votre université. » Bon, donc, c'est sans arrêt. Et de cela, on n'arrive à rien faire au bout d'un moment. Donc voilà, je voulais simplement le dire, parce qu'on est toujours, quelque part, à côté du modèle qui est en cours de construction. Donc comment faire? Parce qu'il y a quand même une richesse en termes de valeurs, en termes de pensée. Il y a quand même des modèles à préserver. Je voudrais dire, par exemple, que nous, on tient un double diplôme avec Kingston, donc à Londres. Pourquoi? Parce qu'on y défend la philosophie continentale contre la philosophie analytique. C'est quand même des enjeux aussi. Donc voilà, je voudrais quand même que ça se sache qu'à un moment donné, on puisse défendre, mais vraiment pour défendre, je crois, quelque chose de profond qui est aussi très français, hein, des modèles qui ne sont peut-être pas les modèles les plus répandus dans l'université française. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on va devoir s'interrompre parce qu'on dépend un peu. Il y a quelques questions qui ont été posées sur la tablette. Je ne vais pas les mettre en débat, mais on l'avait abordé tout à l'heure. Quelqu'un qui dit comment on fait ensemble, notamment avec les organismes. Et je crois que c'est une question qu'on doit se reposer entre les universités, la CPU et le CNRS. Une question sur le fait que oui, on peut toujours y répondre. Si on fait des réductions budgétaires, ça concerne notamment le ministère des Affaires étrangères. Ça a forcément des effets sur l'action que peuvent faire les gens. Il y a une petite anecdote d'une autre chinoise pour Antoine Petit, parce qu'elle se demande pourquoi elle a payé si cher dans une université française, alors qu'à côté, l'autre étudiant n'avait pas payé. Et puis, des remarques aussi sur Bienvenue en France, bien sûr, dont le modèle économique par rapport aux objectifs pose quand même une petite question. Plus 200 000 étudiants avec ce modèle-là pour l'ESR français. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Je crois que la question, de la manière dont elle est posée, montre qu'on n'y croit pas forcément beaucoup sur le modèle économique qui peut aller avec cette augmentation de 200 000 étudiants extra-communautaires. Voilà un peu les remarques qui sont là. Juste un mot sur comment faire ensemble, peut-être. Oui, comment faire ensemble? Comment on fait entre les universités et les organismes? J'en sais rien. C'est comment on fait avec l'université A et le CNRS, ça je sais. Il faut juste que la présidente ou le président de l'université A, elle vienne me voir. Il y a un moment, il faut arrêter la globalisation. Je ne sais pas, et on ne va pas en plus y associer l'INSERM, l'INRA, l'INRIA, l'IRD, je ne sais pas quoi. On verra après, mais il y a un moment, je pense que si on veut faire les trucs pragmatiques, c'est des gens qui décident, et donc c'est vous et moi. Ouais. Mais pas vous collectivement. Alors, la globalisation, le défenseur de la globalisation en haut de l'amphi. Je reviens, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, juste avec une petite anecdote. C'est des idiosyncrasies du système français au niveau global. Qu'est-ce qui se passe quand une commu a essayé de faire une politique internationale? Moi, je peux vous le dire, dans le cas, par exemple, d'une commu, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas la nommer, mais qui a signé un accord avec la NUS, National University of Singapore. Mais ensuite, les présidents, vice-présidents de la NUS sont venus me voir et ils m'ont dit on a signé parce qu'ils voulaient beaucoup signer, mais on n'y comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, ils vont nous donner de l'argent, donc on est d'accord. En fait, c'est l'exemple type de quelque chose qui ne peut pas marcher à l'international parce que ça n'existe pas. Parce qu'il existe des systèmes universitaires à Boston. Vous avez le Boston Consortium, vous avez les Consolidated Universities of Cornwall au UK. Simplement, elles n'ont pas de politique internationale. La politique internationale, c'est celle de l'établissement. C'est juste une illustration du problème d'idiosyncrasie et de la mécompréhension qui se produit au niveau international. On voit quand même les universités qui sont de plus en plus en avant sur leur politique internationale. Ce que tu as dit là, on peut aussi le renverser, c'est-à-dire qu'un président d'université vienne te voir parce que lui a développé un partenariat d'université à université et que c'est bien la bijection qui est là, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
Un sujet qu'on n'a pas abordé du tout depuis le début, qui à mon avis est un élément important sur la scène internationale, c'est les infrastructures de recherche. Et en particulier les grandes infrastructures de recherche qui, dans certaines disciplines, sont quand même des facteurs d'attractivité extrêmement importants et sur lesquels, pour le coup, ça a un sens d'avoir une politique nationale qu'ensuite on va décliner en partenariat. Juste pour, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Je voudrais, avec Annick, que vous remerciez l'ensemble des participantes et participants à la table ronde. Voilà, merci à vous.